Salut la gang et bienvenue dans cette vidéo de gameplay de Castles of Burgundy. Alors, avant toute chose, je vais prendre en considération dans cette vidéo que vous savez déjà jouer à ce jeu. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas les règles, alors cette vidéo pourrait ne pas être la plus appropriée pour vous. Dans ce cas-ci, je vous suggère fortement d'aller préalablement écouter la vidéo abrégée où est-ce que je vous parlerai des règles de ce jeu et après quoi vous pourrez venir écouter cette vidéo afin d'avoir un meilleur aperçu de l'expérience de jeu. Alors vous n'aurez qu'à regarder dans les notes au bas du vidéo et vous aurez probablement le lien qui vous mènera à la vidéo des règles où est-ce que je vous exposerai tout ça. Alors sans plus tarder, plongeons dans le jeu. J'ai déjà mis en place le plateau pour une simulation à 2 joueurs. Chacun des joueurs va également recevoir son plateau personnel avec chacune des choses qui lui sont attribuées. Alors vous savez déjà qu'est-ce que ça représente. La seule chose qui me reste à faire, c'est à placer les petits châteaux à différents endroits. Je crois qu'on va procéder ainsi. Voilà, très bien. Alors, le joueur bleu est le premier joueur. Nous lançons donc les dés et même chose pour mon adversaire fictif. Très bien. Alors maintenant, vous vous souvenez qu'on a droit à 4 actions possibles. En fait, une possibilité de 4 actions, mais autant et aussi longtemps qu'il nous reste des dés. Alors, première chose, je dois, c'est vrai, répartir les marchandises le long de la piste juste ici de Tours. Alors, première marchandise va se retrouver dans le port numéro 5, juste ici. Voilà. Alors, c'est terminé pour le dé blanc pour ce tour-ci. Maintenant, avec les dés que j'ai en main, voyons voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Je crois que je vais utiliser mon dé numéro 6 afin d'aller chercher juste ici une église que je vais placer dans ma réserve. Vous vous souviendrez qu'à chaque fois qu'on prend une tuile, on la place toujours dans la réserve en premier lieu. C'est maintenant au tour de mon adversaire qui a obtenu un 2 et un 4. Intéressant. Alors, je crois que avec... voyons voir. Oui, mon adversaire va donc utiliser un de ses ouvriers pour manipuler l'un de ses dés. Alors, le dé numéro 2 va se transformer magiquement en numéro 3. Un ouvrier pour plus ou moins 1. Alors, voilà. Et il va récupérer le petit pâturage ici avec les vaches qui va venir dans sa réserve. C'est maintenant à mon tour à nouveau. Avec mon D3, je vais, attention, regardez bien ça, utiliser mon D3, prendre mon église et venir la placer juste ici. Boum! Alors, à ce moment-ci, soyez attentifs parce qu'il y a plusieurs choses qui se produisent. En plaçant ma tuile, je débloque l'habilité de cette tuile-là. Alors, les bâtiments, il y en a une panoplie de différents. Elles ont toutes des habilités qui sont différentes. Pour ce qui est de l'église, voyons voir, lorsque je la mets en jeu, je peux prendre du plateau, n'importe quelle tuile, jaune, verte forêt ou grise, qui sont disponibles et les placer dans ma réserve. Alors, vous voyez que maintenant, j'ai comme l'achat d'une tuile gratuite. Alors, voyons voir qu'est-ce qui m'intéresse. Je crois que je vais prendre le château juste ici avant que mon adversaire le fasse. Et voilà, j'ai maintenant récupéré une tuile de façon totalement gratuite. Et ce n'est pas tout. Alors, en plaçant cette tuile-là, vous aurez remarqué que j'ai complété une région. Alors, ici, c'était une toute petite région, mais c'est l'avantage en début de partie. En complétant cette région-là, je compte le nombre d'emplacements qui la composent. Donc, un seul emplacement. Je viens consulter la petite légende, ça me donne 1 point. Plus un nombre de points qui est déterminé selon la manche ou l'année dans laquelle la région a été construite, a été achevée. Alors, on est dans la première manche, donc 10 points, plus 1 point pour le nombre d'emplacements. Je marque donc immédiatement 11 points. Et voilà, je viens de prendre l'avance. Et c'est la fin de mon tour. Vient maintenant le tour de mon adversaire avec le dé numéro 4. Je crois... Oups! Le petit pion n'était pas placé au bon endroit. Voilà, c'est réparé. Alors, avec le pion numéro 4, je crois qu'il va tout simplement l'utiliser pour aller chercher ceci. Un petit bâtiment qui va ajouter
à sa réserve. Et voilà, un tour, c'est déjà fait. Alors, on doit maintenant relancer tous les dés. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on consulte le dé blanc, le port numéro 6. Cette marchandise va donc se retrouver juste ici. Va maintenant être disponible. C'est toujours à mon tour parce que je suis toujours le premier joueur. Et avec les dés que j'ai obtenus, je vais... Je crois que je vais utiliser mon dé numéro 2. Peut-être pas. Ah, je vais utiliser mon dé numéro 3. Additionner d'un ouvrier. Alors, pour transformer mon 3 en 4. Et voilà. Et je vais récupérer... Ah non. Non, 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 non. Je vais le transformer... J'avais un 3, je vais le transformer en 2 plutôt. Alors, en 2, voilà. Et c'est la tuile juste ici que je vais récupérer. Alors, une tuile connaissance qui pourra m'attribuer des points de victoire en fin de partie. Excellent. Maintenant, mon adversaire. Alors, justement, mon adversaire avait obtenu 2 fois le chiffre 2, comme pratiquement comme moi. Alors, de cette façon-ci, je viens de limiter justement les mouvements qu'il pourrait faire. Et je crois qu'il va tout simplement utiliser l'un de ses dés, son dé numéro 2, pour venir placer son petit pâturage juste ici. Alors, encore une fois, en plaçant une tuile, on active son habilité. Pour ce qui est des tuiles pâturage, ce sont tout simplement des points. Alors, on compte le nombre d'animaux qui sont illustrés sur la tuile. 1, 2, 3, 4 vaches. Et le joueur marque donc 4 points de façon automatique et immédiate. 4 points. Et voilà. C'est maintenant à mon tour. J'ai encore une fois un petit dé numéro 2. Et je crois que pour me donner un petit peu plus de flexibilité dans les prochains tours, je vais le vendre et donc aller me chercher 2 ouvriers de la banque. Et ça me donnera un peu plus de flexibilité au cours des prochains tours. C'est maintenant mon adversaire qui a encore et toujours un 2 à utiliser. Et je crois qu'il va tout simplement l'utiliser pour placer cette tuile-là juste ici. Alors, un bâtiment. Allons consulter la légende. Ici, lorsqu'on place ce bâtiment, là, on récolte 2 pépites d'argent. Alors, les pépites d'argent sont très importantes. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. Alors, tous les dés sont utilisés. On doit maintenant passer au prochain tour et on lance nos dés avec style. Voilà. Alors, 2, 3. Et voilà les miens que j'ai obtenus. La prochaine marchandise va donc se retrouver dans le port numéro 1, juste ici. Et je dois maintenant choisir mes actions. D'accord. Alors, j'ai obtenu un 5. Je vais modifier ce résultat avec mon... Non, 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 non. Faux. Je vais utiliser mon 5. Oui, 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 oui. Pour aller chercher la seule mine disponible pour la première manche que je vais ajouter dans ma réserve. C'est maintenant le tour de mon adversaire qui va utiliser 2 de ces pépites. Alors, les pépites d'argent, à quoi elles servent? On peut en tout temps, lors de notre tour, en fait, une fois par tour, en vendre 2 pour aller obtenir une tuile du marché noir. Alors, je crois qu'il va tout simplement récupérer les moutons qui sont ici et on vient l'ajouter à notre réserve. Ça ne compte pas pour une action. Alors, c'est encore à lui de jouer. Maintenant, avec les dés qui lui restent, je crois qu'il va utiliser son 3, qu'il va le vendre et qu'il va récupérer 2 ouvriers. C'est maintenant mon tour. Avec mon dé numéro 4, je vais l'utiliser pour mettre en jeu la mine que j'ai récupérée. Alors, normalement, à chaque fois qu'on place une tuile, on vient consulter la légende pour savoir quelle est son habileté. Les mines sont un peu spéciales. Pour chaque mine qu'on aura construite dans notre royaume, au début d'une manche, on va récupérer une pépite. Alors, au début de la seconde manche, pour chaque mine que j'aurai dans mon royaume, je vais récupérer des pépites qui vont éventuellement me permettre d'aller acheter justement des tuiles au marché noir. Alors, j'en ai déjà une, c'était la seule qui était disponible en début de partie. C'est maintenant mon adversaire, et avec le 2 qu'il a obtenu ici, il va utiliser
les 2 ouvriers qu'il vient de récupérer pour le transformer en 1 et maintenant 6. Et il va récupérer les vaches qui sont ici, qu'il va ajouter à sa réserve. On doit maintenant relancer les dés. Alors, allons-y. Et voilà. Prochaine marchandise, au port numéro 4. Alors, vous voyez que les marchandises commencent à s'accumuler tranquillement et éventuellement, ce sera de plus en plus intéressant pour aller les récupérer en plaçant des bateaux sur notre royaume. Mais pour l'instant, c'est un peu moins intéressant. Alors, voyons voir qu'est-ce que je peux faire. Ah, très bien. Je vais utiliser mon dé numéro 6 pour venir placer mon second château. Alors, j'ai placé une tuile, je viens consulter l'habilité. Et là, surprise! À chaque fois qu'on place un château, on a le droit de jouer à nouveau immédiatement. Et c'est comme si on avait un dé de n'importe quelle valeur. Alors, je peux effectuer pratiquement n'importe quelle action. Je peux prendre n'importe quelle tuile qui est sur le plateau. Je pourrais placer n'importe quelle tuile. Je pourrais vendre n'importe quelle marchandise. C'est l'habilité, en fait, du château lorsqu'on le place. Alors, voyons voir. Moi, je crois que je veux cette tuile-là. Alors, je vais venir la récupérer et la placer dans ma réserve. C'était mon action supplémentaire utilisée avec mon château. C'est maintenant mon adversaire qui va utiliser son D1 pour venir placer d'autres vaches dans son pâturage. Alors, vous vous souvenez que lorsqu'on place les vaches, normalement, on compte le nombre d'animaux qui sont sur cette tuile. Lorsqu'on a un pâturage, une région de pâturage qui comporte les mêmes types d'animaux, petite chose différente, on doit maintenant compter tous les animaux de ce type-là. Alors, cette tuile-là, en la plaçant, je ne marque pas uniquement 3 points, mais plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Alors, mon adversaire va faire maintenant un bond pour me rattraper, juste ici, en fait, m'égaliser à 11 points. Alors, vous voyez à quel point ça peut être intéressant d'avoir des pâturages de même type d'animaux qui nous permettent justement de faire des combos de points et de les accumuler très rapidement. C'est maintenant mon tour avec mon premier, avec mon numéro 1, en fait, mon chiffre 1, je vais l'utiliser et je vais venir placer cette tuile-là juste ici, qui à la fin de la partie me donnera 4 points pour chaque bâtiment de ce type que j'aurai dans mon royaume. Alors présentement, je n'en ai pas, mais ça ne saurait tarder. Alors maintenant, avec mon dé de valeur 3, mon adversaire plutôt, va l'utiliser afin de... voyons voir. De récupérer le bâtiment qui est juste ici et l'ajouter à sa réserve. C'est maintenant le dernier tour de la manche. On lance les dés à nouveau en espérant avoir ce qu'on veut. Oh, alors un triple 6, je gagne la partie automatiquement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est une blague. Non, ce serait trop beau. Malheureusement, ça ne veut rien dire. Donc, la marchandise qui est juste ici s'en va au port numéro 6. Et maintenant, bon, qu'est-ce que je peux bien faire avec 2 6? Oh, intéressant. Oui, allons-y comme ça. Alors, avec ce premier 6, je vais ramasser la marchandise qui est ici. Alors, toutes les marchandises avec le chiffre 6 vont être vendues. Alors, pour savoir le nombre de points que je récolte, alors je fais un petit calcul mental très rapide, le nombre de marchandises multiplié par le nombre de joueurs autour de la table. Alors, 2 fois 2, je marque donc 4 points. 1, 2, 3, 4. Je suis donc à 15 points maintenant. Et à chaque fois qu'on vend la marchandise, peu importe le nombre, on va récolter une pépite d'argent pour nos efforts dans le commerce. C'est maintenant à mon adversaire de jouer. Et il est à ce moment-ci très heureux d'avoir obtenu le chiffre qu'il voulait. Alors, en plaçant maintenant ces moutons juste ici, il y a plusieurs choses qui se produisent. Premièrement, on vérifie les types d'animaux ne correspondent pas. Alors, on compte seulement 3 points. 1, 2, 3. Par contre, il a terminé une région de 3 emplacements. On vient donc consulter la légende. 3 emplacements, ça vaut 6 points. Plus, nous sommes toujours dans la première manche, donc 10 points. Donc, il vient de marquer un gros 16 points, ce qui l'amène maintenant à 30. Ouh là là!
Alors vous voyez à quel point parfois ça peut être avantageux d'essayer rapidement de terminer des régions en début de partie, tandis que les valeurs sont élevées. Parce qu'en fin de partie, vous remarquerez que 4 points, 2 points, c'est beaucoup moins. Par contre, si c'est parce qu'on travaille sur une région qui est plus vaste, vous remarquerez que les valeurs sont très grandes. Alors, si on a une région de 7 emplacements, 28 points, vous voyez que ça peut être différentes stratégies. Finalement, c'est à mon tour. Il me reste un autre 6 à utiliser et je crois que je vais l'utiliser. Je vais le combiner à l'un de mes travailleurs et je vais le transformer en 5 pour venir placer cette tuile-ci qui, encore une fois, est une tuile de connaissance qui va me donner des points supplémentaires en fin de partie pour tous les bâtiments que j'ai de ce type-là. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo des règles abrégées, c'est qu'il n'y a pas de restriction quant aux tuiles dans une même région, sauf pour ce qui est des bâtiments. Alors, dans les régions, il ne peut pas y avoir 2 bâtiments de même type dans la même région. Alors, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu, par exemple, avoir une église ici et une autre église juste à côté dans la même région. Alors, ça limite justement un peu, là, on ne pourrait pas avoir cette tuile-là, puis avoir plein de bâtiments justement de ce type-là, éparpillés partout dans notre royaume. Ça serait trop fort. Alors, c'est pourquoi il y a une restriction, mais par contre, il y aura certaines tuiles ou certaines circonstances qui pourront nous amener peut-être, éventuellement, à contourner cette restriction et avoir plusieurs bâtiments du même type dans nos royaumes, dans nos régions, en fait. C'est finalement le tour de mon adversaire qui n'a plus qu'un dé à jouer d'une valeur de 1. Et je crois qu'il va en profiter pour aller chercher le bateau qui est juste ici et qu'il va ajouter à sa réserve. À ce moment-ci, tous les dés ont été utilisés. Il n'y a plus de tour de disponible, alors ce serait une nouvelle manche. Qu'est-ce qui se passe lors d'une nouvelle manche? Tous les hexagones qui sont là, alors tous ceux qui n'ont pas été pris, incluant ceux du marché noir, sont retirés du jeu. On va à ce moment-ci réapprovisionner le plateau central. Les marchandises restent en place. Les joueurs gardent tout ce qu'ils ont accumulé. On va maintenant placer les nouvelles marchandises pour débuter le prochain tour. Et encore une fois, on consulte qui est le premier joueur. C'est lui qui garde le dé blanc jusqu'à ce qu'un joueur prenne l'avance. À ce moment-ci, automatiquement, dès qu'un joueur prend l'avance sur cette petite piste, on lui remet le dé blanc et il devient le premier joueur. En fin de partie, on consultera la piste de pointage. On ajoutera certains points pour, par exemple, les tuiles jaunes, les pépites restantes, les marchandises qui n'ont pas été vendues, le nombre d'ouvriers qui nous reste. Également, qu'est-ce qui peut donner des points en fin de partie? Ah oui, les contrats. Alors, si par exemple, les parchemins, si par exemple un joueur réussit à couvrir toutes les tuiles d'une même couleur, il obtient des points supplémentaires en fin de partie. Et au final, celui qui aura le plus de points aura gagné. Alors voilà pour Castles of Burgundy. J'espère que ça vous aura donné un bon aperçu de ce jeu. Je vous invite maintenant à aller jeter un œil à la vidéo de mon avis personnel sur ce jeu-là pour savoir, bon, maintenant qu'on a regardé les règles, maintenant qu'on a regardé l'expérience de jeu, est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que c'est un achat pour vous? Eh bien, je vous dis pas quoi faire, mais vous devriez aller jeter un œil à mon avis personnel si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que je pense exactement de ce jeu. Merci pour votre écoute et à la prochaine.